sommes constamment incités, et finalement on en prend l'habitude, de remplir des rôles, d'être travailleurs et travailleuses, consommateurs, consommatrices, et même citoyens et citoyennes, mais souvent avec des injonctions. Le dernier en date étant lié à la crise que nous sommes en train de vivre, mais où je veux dire, on attend des citoyens et des citoyennes qu'elles se plient à un certain nombre d'injonctions pour être civiques, plus qu'on leur propose de prendre part au débat collectif. Et je pense que l'éducation permanente, c'est ce qui nous permet à un moment de nous offrir des espaces-temps avec d'autres pour pouvoir se questionner sur ces rôles que nous remplissons, sur ces obligations que nous remplissons. De se dire, c'est quoi notre vie, elle est faite de quoi, et la tienne, elle est faite de quoi. Et au fond, dans quelle pièce est-ce qu'on joue? Qui commande dans cette pièce? Et en prenant cette prise de recul critique et un peu collective, de lever des tabous. Par exemple, le tabou de un bon ménage ne s'endette pas. Et donc, derrière ça, il y a des tas de réalités, des réalités qui ne sont pas de notre seul fait. Et donc, ils doivent nous permettre à un moment de les penser de manière à ce qu'elles nous rendent, à la fois sur le plan personnel, la possibilité de faire quelques pas hors de ces assignations, mais aussi sur un plan collectif, un pouvoir d'agir qui permet de revendiquer des droits et de pouvoir s'autoriser à penser qu'on a le droit de transformer le monde depuis le niveau où on se trouve, en fait. C'est ça que l'éducation permanente peut apporter aux gens. Il a surtout jeté une lumière extrêmement crue sur des situations en grand nombre qui sont invisibilisées. Je n'en donnais que 2-3, mais il y en a des tas. Ce sont les personnes qui travaillent au service des autres, mais qui travaillent au noir parce qu'ils n'ont pas droit à des papiers, qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien. Ce sont des personnes qui sont à 8 dans un petit logement avec un PC pour 8 personnes et qui doivent quand même suivre l'enseignement, qui doivent continuer à s'adresser aux administrations, qui doivent courir derrière l'employeur pour pouvoir faire remplir les papiers pour le changement temporaire. Ce sont des gens qui n'ont tout simplement pas d'abri du tout et qui n'ont même plus la possibilité d'aller aux toilettes quelque part parce que tout est fermé. Ce sont aussi, et dans nos associations d'éducation permanente, on l'a vraiment vécu au quotidien, des solidarités de quartier qui s'organisent quasiment du jour au lendemain parce que les gens ont conscience, et ça aussi, la crise l'a mis et de manière beaucoup plus positive en évidence, que ce récit sur l'individu entrepreneur de soi, c'est un récit qui ne tient pas la route. Nous sommes interconnectés, nous sommes interdépendants. Ce qui fait le fondement d'une civilisation, c'est des capacités de solidarité collective. Et ça, la crise n'a pas mis le couvercle dessus, c'est l'inverse. Il y a eu énormément de formes de solidarité, de résilience qui se sont, qui se sont mises en œuvre ou qui se sont amplifiées, en fait, avec la crise. Et je pense que là aussi, l'éducation permanente a joué et continue à jouer un rôle véritablement majeur. Il y a quelque chose de fondamental que l'éducation permanente doit continuer à dire demain encore plus qu'aujourd'hui et qu'hier. Si vous le faites sans nous, vous le ferez mal. Les politiques que vous faites sans nous, vous les faites mal. Et ce que l'éducation permanente donne comme possibilité, c'est des méthodes, des chemins, des espaces pour pouvoir construire cette parole publique. Encore faut-il arriver à l'imposer dans le débat public, ça évidemment, c'est pas évident, mais c'est indispensable. J'ai envie de citer 2 formes de crise en particulier dans celles que j'ai connues. La première, c'est certainement le questionnement sur le secteur lui-même, et notamment la réforme du décret de 2003-2004, qui avait des éléments intéressants, clairement, et on est souvent comme ça, dans des tensions, parce qu'à la fois, à ma connaissance en tout cas, cette réforme du décret provenait en partie d'une aspiration des gens du secteur, il fallait faire évoluer ce décret avec les pratiques et les questionnements d'aujourd'hui, mais en même temps, il a un peu saucissonné aussi les choses. Et donc, on a des axes de travail pour lesquels il fallait mettre une professionnalisation. La professionnalisation, c'est bien dans le sens d'être rigoureux dans les pratiques avec les publics et de manière à pouvoir remplir les objectifs avec les moyens nécessaires, mais de l'autre, ça peut être aussi une forme d'encadrement. Là où ce qui fait vraiment le sens de l'éducation permanente, c'est d'avoir des mouvements avant tout ascendants, où on part de ce que le terrain apporte. Donc, en réalité, ça doit être considéré comme un tout. Et la manière dont le décret reconnaît les choses pose parfois des problèmes en termes de rendre véritablement et donner aussi les moyens à une réalité au sein de l'éducation permanente qui est beaucoup plus poreuse dans ses formes d'action et qui doit s'articuler.
De manière plus globale, et donc une crise qui ne touche pas que le secteur, mais qui a touché l'entièreté du monde, moi j'ai été frappée par la crise de 2008. Ça a fini par une crise financière globale, avec la fermeture de banques, et surtout, parce que c'est les plus petites qui ont dû fermer, mais le financement public pour sauver les très grosses banques, donc ça veut dire un endettement quand même des États qui a été phénoménal, qui a débouché aussi évidemment sur une crise économique à partir du moment où les robinets de financement étaient coupés. Et donc avec un impact des pertes d'emplois, mais au niveau mondial. Des gens ont vécu des aggravations très fortes de difficultés. On a commencé à développer le discours que l'endettement des États, c'était plus possible, etc. Puis on a eu les règles de l'austérité européenne, mais qui ont eu un impact direct sur l'accès aux droits sociaux, notamment. Mais en même temps, il y avait eu énormément d'espérance que, enfin, on allait pouvoir au moins remettre une bride sur le coût du système, sur le coût du système capitaliste, et notamment une série de choses, comme je disais, la séparation des métiers bancaires. Je me souviens que c'était une des nombreuses revendications qui nous semblaient évidentes. Ça a été, il y a eu voilà, quelques discours, beaucoup d'agitation, etc. Et puis, business as usual dans les 2 ans, 3 ans qui ont suivi. Je pense que quand on dit parfois que l'engagement est moins fort qu'avant, et l'éducation permanente mène à l'engagement, forcément, et à l'action collective, mais à chaque crise, on voit que ce n'est pas vrai. Mais ça se passe différemment, ça se passe autrement, ça se passe avec de nouvelles alliances, et je pense que ce sont des balises pour la résilience qui sont vraiment fondamentaux. La première chose, c'est qu'il faut tirer avec les gens les leçons de cette crise. On lance ici maintenant avec nos publics une enquête populaire, et je pense que c'était vraiment la chose à faire. Parce que ce qui va nous permettre d'être résilients, c'est d'être proche, et vraiment très proche, de ce qui aujourd'hui constitue l'analyse que font les gens de la crise telle qu'ils l'ont vécue, et qui va déboucher sur toutes sortes de terrains. C'est j'ai vécu comment le télétravail? Qu'est-ce que j'en sors de bon et de pas bon? Qu'est-ce qui serait bon pour moi demain et qu'est-ce qui serait bon pour nous demain? C'est la question des soins de santé, du financement des soins de santé, de se rendre compte des métiers qui sont essentiels, de pouvoir se questionner sur ce qui est essentiel ou non. Parce qu'il y a des choses qui paraissent évidentes, comme les infirmières, les infirmiers, les médecins, etc. Peut-être que l'éducation permanente, c'est moins évident. Et la culture, certains vont dire, oui, mais de toute façon, mon souci, c'est pas d'aller au théâtre là maintenant. Alors ça vaut la peine d'en parler, d'en discuter et de voir ce qui en ressort. Et je pense que vraiment, le fait que le Covid ait mis en lumière des situations qui étaient peu visibles doit vraiment nous pousser à imposer qu'elles restent visibles maintenant et qu'on ne tourne pas la page rapidement. Je pense que si on est capable d'accompagner les révoltes, les indignations et les aspirations des personnes aujourd'hui, parce qu'on leur a donné l'occasion de les exprimer et de les confronter avec d'autres, on pourra rester résilient parce qu'on pourra être indispensable et nécessaire. Des études d'assistante sociale, il y a 25 ans. Il y a 25 ans déjà, c'était parfois effarant de constater à quel point le fait de demander une aide sociale pouvait être source de violence institutionnelle. Mais on est passé, après une courte période dans l'histoire, dans les années 70, 60, 70, où l'idée que toute personne en Belgique devait au moins avoir un minimum de revenus ou de moyens pour pouvoir vivre dignement est vite devenue une sorte de charité ou de privilège. Et donc, je me souviens qu'à l'époque, je me disais, mais comment est-ce que les gens comme ça qui sont victimes de ces violences institutionnelles et qui viennent pourtant simplement demander qu'on mette en œuvre un droit, comment peuvent-ils se faire entendre? Et l'éducation permanente était une des filières à l'époque dans l'école où je faisais mes études. Je ne l'avais pas prise au départ, mais je m'y suis intéressée, je me suis rendu compte qu'elle avait énormément de sens pour moi parce qu'elle répondait à cette question.